Bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles, le lifestyle avec un peu de politique dedans. La communauté noire d'Israël vue par un photographe noir. C'est une première. Cette précision a son importance. Jusqu'à présent, le retour en Israël des Juifs éthiopiens avait été couvert par des artistes blancs. Guidon Agaza, lui, photographie les siens de l'intérieur et ça change tout. Le Culture Mag l'a rencontré. Au sommaire, également, retour sur une polémique qui n'en est peut-être pas une. En France, une maison d'édition annonce la réédition de Mein Kampf et les esprits s'échauffent. Sauf qu'il en existe déjà des versions que n'importe qui peut y avoir accès, qu'il n'est pas interdit de posséder ces 2 tomes. C'est donc peut-être un coup éditorial plus qu'une envie d'histoire. Nous poserons la question à un écrivain et réalisateur qui a enquêté sur le pensum d'Hitler. Et puis enfin, nous reviendrons sur la Fashion Week de Tel Aviv. Parfois, la légèreté cache des choses plus graves. La semaine dernière, il y a eu en Israël une semaine de la mode. Elle s'est déroulée pendant les attaques au couteau. Sandy Fortis a suivi 2 top modèles, une israélienne, une étrangère. La peur n'a pas gagné les podiums, bien au contraire. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle au Culture Mag. Y a-t-il un sujet Mein Kampf? Le pensum d'Hitler va tomber dans le domaine public en janvier prochain. En France, une maison d'édition connue, la maison Fayard, a annoncé sa réédition avec bien sûr des commentaires d'historiens. Est-ce que c'est juste un coup éditorial? Est-ce que c'est nécessaire de rééditer ce programme d'Hitler? Nous sommes avec Antoine Wittkin. Bonjour Antoine. Bonjour Valérie. Alors vous êtes l'homme de la situation, hein. On vous a vu à Canal+, face à Mélenchon. Vous n'êtes pas historien, vous êtes documentariste, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et vous avez consacré un livre et un doc sur l'histoire éditoriale de Mein Kampf. Alors cette annonce, est-ce que c'est une fausse annonce? Dans le fond, c'est un coup de la patronne, Sophie de Closet, parce qu'on en trouve des Mein Kampf, non? Alors c'est une annonce qui vient de loin, hein. Ça ne date pas d'hier puisque ça fait déjà quelques années même qu'on parle de ce projet de Fayard. Alors c'est apparu en plein jour effectivement cette semaine et ça a provoqué, comme vous l'avez justement rappelé, un certain nombre de polémiques. On trouve des Mein Kampf absolument, donc en ça vous avez également raison de dire que c'est peut-être un non-débat. On trouve des Mein Kampf et par ailleurs Mein Kampf en France est parfaitement légal. Au terme d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles de 1979, on a le droit de vendre et d'acheter des Mein Kampf en France à condition qu'ils comportent un avertissement au lecteur. En revanche... Oui, allez-y, pardon. Non, allez-y. Ce qu'annoncent les éditions Fayard, hein, ça va être commenté, bien évidemment. Voilà, donc de toute façon, Mein Kampf est accessible. Donc en cela, que Fayard publie une nouvelle version ne change pas radicalement la donne. Par ailleurs, le projet de Fayard consiste à retraduire Mein Kampf. Or, la traduction dont on dispose aujourd'hui, celle qui est vendue dans le commerce, date de 1934. Elle peut être améliorée très largement. En plus, elle est possédée, les droits, lorsqu'on achète aujourd'hui Mein Kampf, vont à une petite maison d'édition proche de l'extrême droite, ce dont je ne me satisfais pas et ce dont il ne faut pas se satisfaire. Et par ailleurs, Fayard a décidé, en outre, de non pas proposer Mein Kampf en tant que tel, en accès direct, mais de publier les 800 pages du texte original de Hitler, assorties de sans doute centaines de pages de commentaires critiques et d'études d'historiens. Donc c'est ça le cadre du débat et c'est la raison pour laquelle je trouve que les polémiques du moment n'ont, à mon avis, assez peu lieu d'être. Tout à fait. Alors vous avez dit dans votre livre, dans le documentaire, que évidemment Mein Kampf c'était mal écrit, que c'était ennuyeux. Vous venez de le dire, c'est pas interdit de l'avoir ni de le lire. En France, on a vu en octobre dernier des publicités pour un roman presque comique sur Hitler. Il est de retour, c'est le titre de ce livre de Timur Werners. On va donc voir en janvier encore à nouveau la tête d'Hitler. Est-ce que Hitler, Antoine Wittkin, comme produit de consommation culturelle, est-ce que c'est la fin de l'histoire avec un grand H? Je ne pense pas. Je pense que nos sociétés ont toujours du mal à sortir de cette histoire, de ce passé qui ne passe pas, pour reprendre le mot célèbre d'un historien, et que tout cela témoigne de la très grande difficulté à en sortir, et tout cela finalement n'est pas autre chose que des manières de contourner le problème du nazisme, le problème Hitler, le problème Shoah aussi sans doute, de différentes façons. Il y a effectivement la façon comique, qui est une sorte de mise à distance. Moi je ne suis pas très à l'aise avec ça,
toute cette approche comique ou de second degré, ou toute cette pop culture autour de Hitler est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup, mais ça existe et c'est légitime. Mais ça revient à ça, c'est-à-dire c'est une manière de se confronter à cette histoire-là. Il y en a d'autres, des manières de se confronter à cette histoire, et le projet de republication de Mein Kampf en fait partie. Donc, je ne suis pas certain que ce soit seulement parce que Hitler fait vendre qu'on assiste à ça, mais c'est encore une fois, je vous le dis, le signe sans doute d'un malaise dont on n'est pas encore sorti. Il nous reste vraiment très très peu de temps et c'est une question majeure. Vous avez réagi sur Facebook aux paroles du Premier ministre Netanyahou sur le Moufti de Jérusalem. Est-ce que selon vous, Netanyahou avait raison puisque le Moufti a fait publier des extraits de Mein Kampf en 1934 dans un journal arabe? Netanyahou avait totalement tort pour deux raisons, parce que ce qu'il a dit est historiquement inexact. Le projet de la destruction des Juifs d'Europe ne vient pas du Moufti, n'a strictement rien à voir avec le Moufti. Hitler n'a pas été influencé un seul instant par le Moufti. C'est bien l'inverse, c'est le Moufti qui a été influencé par Hitler, mais c'est autre chose. Et par ailleurs, cette polémique est scandaleuse parce que c'est en plus de cela une instrumentalisation de cette histoire douloureuse de l'extermination des Juifs d'Europe pour des considérations politiques qui sont propres à lui-même, à son parti et à la situation israélo-palestinienne. Donc je condamne absolument les propos de Netanyahou. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le Moufti a été profondément influencé par le nazisme. Il n'est pas le seul. Il ne faut pas en tirer des conclusions. Il ne faut pas en tirer de trop grandes conclusions, mais c'est ça la réalité. Merci beaucoup Antoine Wittkin, décidément l'homme de la situation. Merci à vous. Merci. Direction Israël maintenant, avec un focus sur le photographe Gidon Agaza. Il est éthiopien, noir, juif. Il photographie les siens de l'intérieur et ça change tout. Voici son portrait. Il est signé Daniel Campos avec Solal Azeroual. L'opération Moïse, l'opération Salomon, le départ de la communauté juive éthiopienne Beta Israël, leur arrivée et intégration dans la société israélienne. D'innombrables photographes et cinéastes ont documenté toutes ces étapes, mais personne n'avait, jusqu'alors, photographié ou filmé la communauté éthiopienne des Beta Israël de l'intérieur. Né en Israël, Gidon Agaza est un des premiers photographes éthiopiens à choisir de travailler sur sa propre communauté. Chaque artiste crée à partir de la culture qu'il connaît. Ce n'est pas possible de créer d'une culture différente de la sienne. La plupart de mes travaux à Betzalel concernaient ma communauté. C'est très important que le monde appréhende ma communauté depuis mon prisme. À Rishon LeZion, Gidon Agaza expose en ce moment son travail dédié au festival de Sigd. Spécifique au Beta Israël, cette fête juive de la prostration symbolise le don de la Torah sur le mont Sinaï. La communauté juive éthiopienne célèbre traditionnellement le festival de Sigd le 29 Evshvan du calendrier hébraïque. Cette fête correspond aussi à la persécution de la communauté juive par les rois chrétiens. Arrivé en Israël il y a 2 décennies, Gidon est toujours fasciné par sa communauté, qu'il utilise comme source d'inspiration pour son travail. Je ne vais pas vous mentir, il y a des éléments primitifs dans ma culture, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que la primitivité permet de se connecter à ses racines et empêche de perdre son identité. Selon le photographe, la tradition est l'essence de l'authenticité. Dans mes photographies, je montre mon respect pour ma communauté. La façon dont je capture une Beta Israël lever les mains vers le ciel lui confère une dimension mystique et divine. Sous le prisme d'Agaza, le rôle patriarcal du père de famille éthiopienne ne fait pas d'ombre au pouvoir de la femme. Dans mes travaux, je n'opère aucune distinction. L'homme ne domine nullement la femme puisque je vois en elle une créature divine et fière. Face à la communauté juive éthiopienne, les médias affichent leur indifférence. Il aura fallu attendre le tollé provoqué par le photojournaliste israélien Ziv Koren pour que les Beta Israël intéressent les médias. Et dans ce cas, le cliché d'une Éthiopienne nue dans le bar rituel. Quand j'ai vu le travail de Ziv Koren avec cette femme nue se baignant au mikvé, et j'ai été très énervé parce que ma communauté est l'une des plus pudiques. Quand il a affirmé avoir la permission de prendre ce cliché, j'ai compris que c'était un mensonge. Il a donc violé l'intimité de cette femme. Puis il a publié cette photographie en ligne. Mais de quel droit ?
Ça me blesse personnellement, cet homme n'a aucun tact ni sensibilité. Et Ziv Koren n'est pas le seul. Ça m'énerve que des photographes vendent aux médias leurs préjugés sur ma communauté, qu'ils nous dépeignent comme des criminels, des ratés, des alcooliques qui finissent nécessairement en prison. Malgré le manque d'attention positive de la part des médias, l'artiste ne décourage pas et continue inlassablement son travail. Dans 30 ou 40 ans, tout cela semblera étrange à la nouvelle génération qui est née ici en Israël. Cette génération ne comprendra pas mon combat ni le ressenti de ma génération qui est arrivée directement d'Éthiopie. J'espère que grâce à mon travail, la nouvelle génération conservera nos traditions. De la mode un peu grave, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, mais tout de suite de la mode légère, c'est le highlight. Elle célèbre ses 15 ans. La plus française des japonaises s'est imposée dans l'univers de la mode grâce à ses chemises. Décliné sous toutes les formes et coloris, le style original de Ken Okada lui a assuré une place dans ce microcosme parisien. Comme une rétrospective de la marque, ce défilé singulier ne laisse personne indifférent. Et un peu plus sérieuse, enfin un peu plus gravement maintenant, la dernière Fashion Week à Tel Aviv s'est déroulée pendant les attaques au couteau. Sandy Fortis a suivi 2 top modèles, une israélienne, une étrangère. La peur n'a pas gagné les podiums. Voici son reportage avec David Yakin et Gil Kremer. Podium, défilé, mannequin. La Tel Aviv Fashion Week a attiré les foules la semaine dernière. Plus de 30 créateurs ont dévoilé leur collection lors de 22 défilés qui ont séduit plus de 24 000 personnes. Des spectateurs parmi lesquels une centaine de journalistes internationaux et pas moins de 15 des plus gros acheteurs venus du monde entier. Une réussite totale pour les organisateurs qui ont refusé d'annuler l'événement malgré la période de forte tension dans le pays. Elena a débarqué en pleine crise sécuritaire en Israël. Depuis son arrivée, plusieurs attaques ont été perpétrées contre des Israéliens juifs, une situation qui ne semble pourtant pas l'inquiéter. Ici, la situation est toujours un peu intense, mais Tel Aviv est comme une petite bulle où l'on ne ressent pas trop ce qu'il se passe. Je me sens en sécurité ici. Elena est russe, elle enchaîne photos, essayages et Fashion Weeks depuis plus de 14 ans. Le top modèle a notamment défilé pour Giorgio Armani. Aujourd'hui, elle fait partie d'une agence de mannequins israélienne qui rassemble des top modèles de différentes nationalités. MC Square, comme elle, elles sont plusieurs à être venues des pays de l'Est pour cette Fashion Week. Dans son pays, on ne comprend pas ce qui l'attire en Israël. On pourrait croire qu'un mannequin se contenterait de l'image superficielle décrite dans les médias, et pourtant... Mes amis en Russie ne connaissent pas Israël. Ils disent que c'est dangereux. Je pensais comme eux avant, mais dès que j'ai découvert ce pays, tout a changé. Pour elle, c'est déjà la 3e Fashion Week en Israël. Elena a découvert le pays il y a quelques années et en est tombée amoureuse. J'adore ce pays. En dehors du stress du travail, je trouve que c'est un pays très relaxant. Tel Aviv est une ville qui ne dort jamais. Tout est ouvert 24 heures sur 24. On s'amuse beaucoup ici. Il y a des filles vraiment géniales ici, les Israéliennes. Je les apprécie vraiment. On s'est soutenues les unes les autres. C'était très important d'avoir des complices. Des complices russes, ukrainiennes ou israéliennes, comme Alina, qui apprécient que d'autres puissent découvrir son pays autrement. C'est très bien qu'elles viennent ici. Je pense qu'elles ne connaissaient que très peu de choses sur Israël avant. Et quand elles arrivent, elles se rendent compte que c'est très différent de ce qu'elles ont pu entendre. Pour certains, Israël peut sembler être un pays dangereux, mais pour les Israéliennes, c'est parfois au-delà de ses frontières qu'on se sent en danger. Alina a fait son entrée dans le monde du mannequinat depuis tout juste un an. Elle a 23 ans, elle est juive, israélienne et fière de l'être. Pourtant, quand elle défile en Europe, elle ne dévoile pas toujours ses origines. Je connais des créateurs qui n'aiment pas Israël ni les Juifs. Je ne citerai aucun nom,
Mais pour ma carrière, parfois, je préfère ne pas dire que je suis israélienne, même si je suis très fière de mon pays. S'ils me demandent d'où je viens, je leur dis, mais s'ils pensent que je suis russe, parce que mon prénom est russe, je les laisse croire. C'est le prix à payer. C'est comme ça depuis toujours et ça ne changera jamais. La Tel Aviv Fashion Week s'est déroulée sans encombre. Comme partout ailleurs dans le pays, la sécurité était assurée, vigile à l'entrée, sac vérifié. Mais une fois à l'intérieur, la tension laisse place à la grâce, un petit moment de mode qui fait rêver, qu'on soit en front row ou sur le podium. C'est sûr, je reviens pour la prochaine Fashion Week. Je réserve déjà mon billet. Voilà, merci pour votre fidélité. Les prochaines infos, c'est juste après ce Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure. Merci.